Bonjour tout le monde, je m'excuse, il y a eu des petits problèmes au niveau du mot de passe. J'ai essayé de corriger la situation le plus rapidement possible. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard par rapport à l'atelier, à l'horaire prévu. Est-ce que, je vais faire ma caméra 2 secondes, est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend bien? Est-ce que quelqu'un peut lever la main ou le pouce ou faire n'importe quel message? On entend bien? Merci beaucoup tout le monde. Parfait. Alors, on est prêt à commencer. Merci, ça va. OK, donc bonjour et bienvenue à cet atelier de la CCP. J'aimerais rappeler d'abord que l'atelier est enregistré, de même que l'interprétation. Pour ceux et celles qui utilisent le service d'interprétation vers l'anglais, vous devez toujours utiliser le microphone de votre ordinateur pour faire une intervention. Pour les francophones, lorsque vous intervenez, pour faciliter le travail de l'interprète, il serait préférable, si possible, d'avoir un débit moyen ou, si vous voulez, qui n'est pas excessivement rapide. Et puis enfin, j'aimerais remercier notre commanditaire SVI Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil webconférence VIA. Cette 6e série d'ateliers porte sur le thème La conception pédagogique et la création. Parmi les compétences du 21e siècle, la créativité est considérée comme essentielle. Celle-ci prend plusieurs formes. Comment la créativité intervient-elle dans le processus de conception? Est-ce qu'être créatif y est essentiel? Comment mettre à profit la créativité et pourquoi? Guidés par les réflexions de conférenciers et conférencières, les ateliers de la série 6 abordent ces thèmes sous différents angles. D'une durée de 10 à 15 minutes chacune, les présentations seront suivies d'une période de questions d'à peu près 30 minutes. D'abord, M. Alfieri abordera le thème La créativité au sein des processus de conception pédagogique et multimédia, soyons agiles. Après une période de questions d'environ 30 minutes, Mme Becker présentera le deuxième thème, Illusions perdues à l'égard de la compréhension et de la créativité en matière de classement. Monsieur Alfieri, professionnel du e-learning, Olivier Alfieri conjugue les expertises multimédia. Titulaire en 2004 d'un master en langue et littérature romane, passionné de pédagogie, il enseigne pendant 6 années en milieu scolaire fragilisé. Il y introduit l'éthique au sein des apprentissages et pratiques pédagogiques. De 2005 à 2009, convaincu de l'apport d'éthique en éducation, il coordonne comme administrateur bénévole la création et la gestion du projet enseignons.be, premier portail en ligne belge d'échange de ressources pédagogiques. Dans le cadre du projet européen Compétic, il devient en 2010 conseiller en formation professionnelle et en gestion de compétences TIC, et ce pour un mandat de 3 ans. Il y rédige des référentiels de compétences sources et les nouveaux métiers du web et encadre la mise en œuvre de nouvelles filières de formation continue. En 2012, il s'envole depuis la Belgique vers le Canada pour devenir chargé de projet senior et ensuite directeur adjoint au Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques d'Ottawa. Il y encadre et conçoit la production de nouveaux designs pédagogiques et d'interfaces multimédia interactives dans le cadre des cours en ligne dits modulaires. Il poursuit son apprentissage tout au long de la vie au sein du master à distance MFEG de l'Université de Rennes 1 en ingénierie de la formation, de la E-formation. Sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Alfieri, mais en premier, je vais vous dire que si vous voulez intervenir avec le micro, vous avez seulement à lever la main et je vais vous donner les accès
accès au micro à ce moment-là. Donc, Monsieur Thierry. Bonjour tout le monde, et puis un grand merci à l'Association canadienne des concepteurs et des conceptrices pédagogiques pour l'invitation. Il me fait vraiment grand plaisir de pouvoir partager avec vous pendant ces quelques minutes des idées au niveau de la créativité dans le cadre d'une conception pédagogique et multimédia. Et je reviendrai un petit peu sur les notions. Un grand merci aussi à Carole, évidemment, pour tout le travail qui est apporté bénévolement au sein de l'association, que je viens de rejoindre récemment. Et puis je suis très heureux de faire partie de cette belle association. Alors, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, et à des fins de traduction, je veillerai du mieux que je peux à un débit, je dirais, satisfaisant. Je vais faire des efforts. Donc, un grand merci à tout le monde. Nous sommes 26 participants, donc c'est très excitant de pouvoir échanger avec vous. Donc, je vais y aller avec des grandes idées qui sont toutes issues du travail avec l'équipe du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Donc, ce sont des choses que j'ai lues, ce sont des choses que j'ai théorisées à travers mon mémoire d'ailleurs en ingénierie pédagogique de la formation à distance, mais c'est aussi des choses que j'ai appliquées concrètement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis 4 ans et que je vais essayer de synthétiser, vous donner en tout cas quelques axes pour comment favoriser cette créativité. Donc le thème évidemment est la créativité au sein des processus de conception. Puis je suppose, j'ai la chance de connaître les profils de toutes les personnes qui sont là ce midi, mais je suppose que nous sommes tous de près ou de loin dans la conception pédagogique ou dans la pédagogie ou dans la mise en œuvre de projets pédagogiques. Donc s'il y a certaines notions Excuse avec lesquelles je n'approfondis pas. Oui, excuse-moi, je vais juste, te dire que je vais surveiller un petit peu. Le son semble et l'image semblent coupées, donc c'est possible que, ok, je vais couper la éventuellement caméra tu aies parfait, merci. et je vais parler peut-être plus doucement. Ok. On va continuer. Donc la première idée, bon là c'est pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage sur moi-même, un petit peu qui je suis, ce que je fais, ou ce que je lis. Là vous trouverez brièvement mes liens vers les réseaux sociaux. Donc la première idée en termes de créativité que je voulais amener dans cet atelier, c'est de différencier directement ce qu'on appelle le design d'information vers vraiment de la conception pédagogique. Si on traduit les deux mots design par conception, voilà la conception d'information et de la conception pédagogique. Et par moment, dans certains de nos projets de production pédagogique, on se retrouve souvent à aller vers la gauche plus qu'à aller vers la droite. C'est-à-dire beaucoup de mise en page d'informations, de rendre cette information-là digeste et accessible, mais finalement sans travailler la conception elle-même, qui sont l'action et les activités qui permettent aux apprenants de vivre des expériences pédagogiques intéressantes, davantage que de lire ou d'absorber du contenu à travers des interfaces. Donc ça, c'est vraiment la première idée. Donc pour faire de la créativité, c'est une première notion que je voudrais qu'on garde un petit peu à l'esprit. La seconde, et malheureusement ma mise en page a un petit peu coupé, mais bon, je vais vous la lire puis vous verrez, c'est que ce monsieur-là c'est Alan Michael. Donc il a une société américaine qui s'appelle, donc le nom c'est Alan Interaction, c'est ça. Et puis lui, il a écrit un livre sur la méthode SAM, qu'on va aborder brièvement aujourd'hui, qui est la méthode de modèle par approximation successive, et qui introduit cette notion d'agilité dans la formation à distance, ou en tout cas dans les produits dits pédagogiques et numériques. Et l'idée qui sort en premier est de dire la méthodologie qu'on va utiliser, elle va définir le type de produit qu'on va vouloir ou qu'on va avoir. Donc il est certain qu'il y a une dizaine aujourd'hui de méthodologies pour de la production de ressources pédagogiques, et le choix des méthodologies va induire sur le produit son aspect innovant ou sa créativité. La deuxième idée que je voudrais aborder aujourd'hui, juste les petits messages pour commencer, c'est qu'en fait, pour moi, le génie créatif ou la créativité, c'est avant tout une activité de groupe. Par moment, on pourrait croire que les gens créatifs, bon, on a besoin d'avoir un créatif dans l'équipe. Un concepteur pédagogique se retrouve lui-même ou en équipe à devoir trouver des idées.
Mais la réelle source de créativité, c'est d'être capable d'élargir le groupe et de travailler sur des processus, sur des méthodologies qui permettent de faire émerger cette créativité. Donc au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait élargir notre groupe de travail à d'autres compétences qui ne sont pas spécialement pédagogiques pour permettre de faire émerger de la créativité. Donc c'était une deuxième notion, c'est qu'on nous voyons en tout cas au Centre franco-ontarien, puis je le vois de manière personnelle, la créativité comme étant une action, une activité, une animation, mais pas quelque chose qui est inné, quelque chose qu'on est créatif ou on ne l'est pas. Donc on essaie de travailler un petit peu différemment cette compréhension de ce que c'est la créativité. Et je vais rentrer un petit peu dans cette idée-là. Cette phrase-là, c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, qui vient de David Weinberger. C'est l'idée que la personne la plus intelligente aujourd'hui, ben, c'est VIA, hein, c'est la salle dans laquelle on est. Nous sommes 27 personnes. Pour l'instant, c'est moi qui parle, mais grosso modo, si on met nos 27 cerveaux ensemble, ce sont les 27 cerveaux qui seront les plus intelligents, puis ce ne sera pas moi ou une personne en particulier, ce sont l'ensemble des personnes qui font l'intelligence. Et on ne devient pas magiquement intelligent, donc c'est vraiment l'interaction de ce groupe-là qui va créer donc la créativité et donc l'intelligence. Donc, il nous fallait une méthodologie. Comment ou quelle méthodologie peut-on utiliser quand on est concepteur pédagogique ou conceptrice pédagogique pour arriver à vraiment faire émerger des idées nouvelles, des approches nouvelles, des choses intéressantes, des expériences vivantes. Et puis, généralement, moi, je me retourne souvent vers les autres sciences. Puis, quand on va dans le monde du marketing, il y a une société qui s'appelle évidemment IDEO, qui est assez connue, avec Tim Brown, qui a vraiment créé toute cette notion. En tout cas, il l'a vraiment, s'il ne l'a pas créé, il l'a popularisé. Ça a été créé évidemment dans les années 70. Puis il y a toute une émergence aujourd'hui, avec le côté marketing qui devient plus grande. Mais néanmoins, si on revient au sens de la pensée de conception, c'est de trouver une manière de travailler ensemble, d'avoir des processus de travail, des types d'animation qui permettent de faire émerger des idées, de pouvoir émerger des problématiques et de pouvoir ensemble trouver des solutions qui vont être même mises à profit en les testant. Donc tout ce processus-là, que vous avez peut-être ou probablement déjà entendu, c'est un processus que je vais vous présenter dans un premier temps aujourd'hui, qu'on appelle le processus du design thinking, qui est une méthodologie elle-même en soi dite agile. Donc, je ne vais pas revenir sur les oppositions entre la méthode agile, analyse, design, développe, implémente, évalue, parce que souvent on l'oppose avec ces méthodes plus agiles, comme la méthode SAM dont je vous parlais, ou les méthodes de design thinking. L'idée principale, le message, un des grands messages que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'en le vivant, c'est que ce processus de créativité est avant tout des étapes que nous devons vivre en groupe et qui nous permettent à ce moment-là de nous comprendre entre un illustrateur, un animateur, un expert de matière, un concepteur, un réviseur linguistique, un chargé de projet. Si vous mettez tous ces gens-là dans une salle et que vous les animez à travers un processus de créativité, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver des produits qui vont être adaptés, qui vont être faisables, qui vont être innovants, qui vont respecter les budgets et qui vont permettre une compréhension commune de tous les intervenants qui participent à la production d'une ressource pédagogique. Donc au Centre franco-ontarien, on travaille de cette manière-là. Donc notre processus de création, il commence avec une immersion, et c'est beaucoup cette étape-ci dont je vais vous parler pendant les minutes qui me restent. Ensuite, il y a cette étape de scénarisation, qui est une étape importante que je vais aborder aussi, puis les étapes de rédaction et de production. Donc elles apparaissent à l'écran de manière linéaire. L'agilité et le côté, on va dire, itératif va apparaître au sein de chaque étape pour permettre d'arriver à la production finalement de la ressource. Donc on va aller à cette étape 1 que nous appelons nous à l'interne l'immersion, puis je vais vous dire un petit peu pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça. Donc tous les liens de chacune de mes diapositives se retrouvent en bas, donc si jamais après vous aurez accès à un petit peu au schéma que je vais piocher à gauche et à droite. Donc j'aimais bien ce schéma-là qui permettait de comprendre trois notions importantes dans ce qu'on appelle le design thinking, ou la pensée de conception. C'est que c'est tout le côté du souhait, de ce qu'ils appellent la désirabilité. Bon, je ne pense pas que ce soit très juste comme mot, mais ça dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire à donner envie.
l'envie d'avoir envie, comme dirait feu Johnny Hallyday. La viabilité, ça c'est vraiment important, parce que si le projet ne se fait pas dans les calendriers, dans les budgets qu'on a, ben, ça ne fonctionnera pas. Et la faisabilité, souvent technologique, mais aussi de compétences, est importante aussi. Donc à travers ces trois axes, vous retrouvez les zones qui sont communes, évidemment. Puis là, on va retrouver l'empathie, qui permet de comprendre ce que les gens souhaitent, et en même temps de ce qui est, avec ce qui est viable, mais aussi avec ce qui est faisable. On va retrouver évidemment la créativité, qui permet d'arriver avec toute cette notion d'originalité et toute l'innovation. Donc, ce processus-là, puis il y a beaucoup de littérature là-dessus, commence toujours par ces étapes d'exploration. Là, on va sur la droite de l'écran, donc la collecte des données. On va trouver une manière, comme un peu pour les personnes qui sont plus proches des recherches-actions, on va faire des différentes activités qui vont faire émerger des données. On veut trouver des données. Puis ces données-là, on va essayer de les formater pour trouver un cas, des catégories, puis trouver des idées. C'est tout le processus d'idéation qu'on va essayer d'expérimenter assez rapidement avec des utilisateurs finaux. Et quand on parle de prototypage, d'expérimentation, ce n'est pas systématiquement à travers de la production. Hein, ça peut être aussi à travers du scénario image, du storyboarding, c'est d'arriver au moins à présenter ce qu'on fait au fur et à mesure du processus pour voir si on s'enligne bien vers quelque chose d'innovant. Donc ça, c'est juste pour brièvement vous présenter les étapes du design thinking. Ensuite, évidemment, il y a le test. C'est toujours l'idée de rentrer auprès du public utilisateur, puis le déploiement qui est le lancement. Donc, si on revient vers une autre approche, puis de nouveau, vous trouverez des liens. Il y a un livre qui est vraiment bien fait par IDEO, qui est la pensée de conception pour les éducateurs, donc pour les enseignants. Et à travers ça, qui est un livre gratuit et francophone, vous retrouvez cette idée de divergence et de convergence. Donc, je ne vais pas commenter trop tous les idées. Je vous dis qu'aujourd'hui, je vais vous donner des pistes que vous pourrez aller creuser après l'atelier. Mais l'idée est toujours pareille. On veut découvrir. Donc, on va faire des activités d'animation. Je vais vous en parler après. On va interpréter les données. On va essayer de trouver quelles orientations ça va nous donner pour la conception. On va essayer d'en faire des concepts. Et puis après, on va essayer de les tester pour les faire évoluer. Et c'est comme ça qu'on arrive, en tout cas dans le cadre de l'expérience que j'ai vécue, à créer des produits créatifs, c'est-à-dire nouveaux, originaux, adaptés à la clientèle, et qui essayent de ne pas juste pousser de l'information, mais qui vont être axés sur des actions et pas de la lecture. Alors la première idée dans cette idée-là, c'est qu'il faut problématiser le problème. Et donc, généralement, quand on commence nos journées d'immersion, ce sont des journées d'animation, puis je vais vous en parler un petit peu après, on essaie de trouver c'est quoi le grand problème, quel est le problème qu'on va essayer de venir résoudre avec toutes les personnes qui sont invitées lors de la journée d'immersion. Et à partir de là, on va essayer de diverger. Donc là, la divergence, c'est vraiment une manière de faire émerger des bonnes, des mauvaises idées. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, de faire émerger toutes les idées. Et puis après, vous voyez que le schéma se referme un petit peu sur lui-même pour revenir vers une phase plus petite. Et c'est ce qu'on appelle la convergence. Là, on va catégoriser, on va rassembler et on va commencer à essayer de donner des orientations pour trouver des choses qui restent toujours dans le schéma initial, c'est-à-dire faisables, qui donnent envie, qui sont aussi respectent les impératifs qui peuvent être financiers ou qui peuvent être calendriers. Donc ça, c'est pour vous donner brièvement tout le processus de pensée de création qui permet de faire émerger de la créativité. Alors, des activités pour diverger. Donc, au Centre franco-ontarien, on utilise des activités puis on utilise des outils. Parce que c'est facile de le dire, mais c'est plus dur de le faire. Alors, pour faire des activités qui vont créer de la créativité, nous, on utilise certaines qui sont là, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Je vais juste vous en lister quelques-unes. On commence généralement avec un groupe de 15 à 20 personnes avec des activités d'interview, ce qu'on appelle l'archéologue. Par groupe de 3, les personnes doivent s'interviewer pendant 3 minutes sur une question qui leur a été donnée. Puis une personne parle, une personne pose des questions, une personne écrit. Et on retourne. Et on retourne jusqu'au moment où les 3 personnes ont joué les 3 rôles, ce qui revient plus ou moins à jouer un jeu de rôle. Et ça a plusieurs objectifs. C'est apprendre à écouter, l'écoute active, apprendre à mieux comprendre la personne. Et un autre point qui est important, c'est que chaque groupe est constitué d'expertises et de compétences différentes, plutôt du domaine multimédia, du domaine pédagogique et de la gestion ou autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à commencer les activités. Après, on place toutes les personnes autour de table
et on fait ce qu'on appelle les 600 mots en 6 minutes. Donc à ce moment-là, on a fait émerger des idées à travers l'interview. On va leur demander de juste des mots-clés, sans se parler. Puis il y a des règles, il y a des processus. Tout, évidemment, chaque activité est décrite dans le temps. Puis ça, c'est important évidemment de vivre le processus. Et puis à ce moment-là, chaque fois une activité est finie, on revient en grand groupe et on demande à chaque personne, ou chaque groupe, ou à chaque représentant de chaque groupe d'expliquer un petit peu, d'abord entre eux, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces mots-là, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des liens. Donc c'est vraiment des mind maps, simplement, qui permettent d'amener beaucoup d'idées. Puis après, on a un processus de convergence, on va catégoriser les idées, puis on va les ramener, on va essayer de les restructurer, puis on va mélanger toutes les idées des groupes ensemble pour essayer d'arriver à une sorte de gros arbre, à la carte mentale. Sur base de toute cette catégorie-là, on va jouer à la pieuvre. C'est la question qui pose la question. Donc on demande à chacune des personnes de poser des questions sur base de la problématique initiale, mais comment ça a fait émerger des idées à travers les 600 mots, 6 minutes. Et puis à ce moment-là, on doit poser une question, puis pour chaque question, on leur demande de reposer 2 questions, et pour chaque 2 questions, on leur demande de reposer 2 questions, puis on essaye comme ça de faire une pieuvre de questions. Et puis généralement, soit une des pattes de la pieuvre va mourir, soit une des pattes de la pieuvre va arriver à des vraies problématiques, à des vrais problèmes qui ne sont pas trop généralistes et qui permettent vraiment à ce moment-là d'avoir une conception pédagogique pertinente et avec des actions concrètes pour les apprenants et les apprenants. Donc ça, c'est la pieuvre. Des questions qui permettent aussi de créer la créativité, c'est de poser la question à l'inverse. Dans les exemples, par exemple, si on voulait dire comment démotiver toutes les personnes à suivre des cours de géographie dans des modules de formation. Généralement, on va poser la question comment est-ce qu'on peut les motiver, mais la question qu'on peut poser, c'est comment les démotiver. Donc, c'est des techniques créatives qui permettent de faire émerger des idées. Donc, la question à l'inverse, c'est une forme de provocation mentale qui permet d'aller chercher d'autres idées aussi. Évidemment, tout le côté dessin est intéressant aussi, ou des phrases à trous. Et puis, il y en a beaucoup d'autres, hein. Si vous cherchez des types de techniques, ce qu'on appelle les techniques d'animation créative, je vous en ai juste listé quelques-unes par ici, celles qu'on utilise généralement. Mais il y a vraiment toute une vague de techniques créatives qui sont existantes aujourd'hui pour animer et faire émerger à travers un groupe de travail la créativité qui permettra de faire de la production et de la conception pédagogique. Sur la droite sont des outils, c'est-à-dire que l'outil tout à fait à droite, le tableau, c'est le tableau d'Iwan McIntosh, qui est une boîte de processus de créativité à travers le design thinking en pédagogie, qui passe vraiment à travers, il voyage dans toute la Terre entière, et qui propose un tableau de convergence, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, généralement cette immersion-là dure soit 2 demi-journées, soit 3 demi-journées, dépendant du nombre d'activités qu'on fait. Et généralement, on centralise toutes les données dans ce tableau-là, qui est un tableau vraiment de synthèse qui permet à partir de là de partir en phase de scénarisation. Je vous ai mis sur la gauche le Design Pack de l'Institute of Play, parce que lui aussi apporte des outils, c'est-à-dire des gabarits vides, des templates, qui permettent après de centraliser toutes ces idées, parce que ça peut être très, très foisonnant, et de les centraliser, de les structurer déjà dans des approches de conception qui sont gratuites et vraiment intéressantes pour les concepteurs, si jamais parmi vous certains ne les connaissaient pas, vraiment à découvrir puis accessibles sur Internet. Le dernier point, puis je regarde un petit peu ma montre, je vais m'arrêter dans quelques minutes, qu'on arrive en phase de scénarisation. Et ça, une des autres personnes qui me suit beaucoup, enfin que je suis beaucoup, puis qui m'alimente dans ma réflexion, c'est Cathy Moore. Cathy Moore est une conceptrice pédagogique qui travaille, bon, elle est consultante, mais qui travaille aussi à Kineo, qui est une boîte de conception pédagogique assez connue, un peu multinationale d'ailleurs, mais qui commence aux États-Unis, et qui a créé, ou qui a en tout cas, on va dire, popularisé ce qu'on appelle le branchement de scénario. Donc l'idée, c'est on veut éviter tous les boutons suivants, toutes les informations, et on veut vraiment faire travailler l'action, la pratique. Donc ce qu'elle dit évidemment, c'est que notre travail en tant que concepteur pédagogique, c'est de changer ce que les personnes font, et pas juste de changer ce qu'elles savent. Donc c'est vraiment de travailler sur l'action, donc sur l'activité pédagogique et pas sur le contenu. Et donc à travers ça, elle a défini un design qu'elle appelle l'action mapping, donc je vais juste brièvement vous donner les 4 grands axes. Elle fait des formations en anglais qui sont très intéressantes aussi, qu'on a eu la chance de suivre. Mais l'idée, c'est qu'on liste tous les objectifs dans un premier temps.
Et ça peut servir évidemment à la préparation aussi de l'immersion. Ou après, on peut utiliser évidemment le cartographie d'action pour dans la scénarisation, après qu'on a fait l'immersion. Mais c'est intéressant de garder ça en tête parce que ça va toucher les deux premières étapes qui permettront d'amener la créativité au niveau de l'expérience aussi. Donc, qu'est-ce que les gens ne savent pas faire? Qu'est-ce que les gens ne veulent pas faire? C'est vraiment de lister les problématiques. À partir de là, c'est quels sont les changements qui pourraient les aider à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Comment est-ce qu'on peut les amener à faire ça? Et ensuite, et avant, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pardon, j'ai oublié un des points. Et ça, c'était toutes des questions intéressantes si, dans le cadre de nos cours à distance, quand on prend des cours d'histoire, des cours de géographie, des cours d'éducation physique, on commence toujours à se poser la question avec un focus groupe d'enseignants en posant la question pourquoi est-ce que les élèves n'aiment pas la géographie ou qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire en histoire, quels sont les défis que l'enseignant, à chaque année, il se rend compte que peu importe le groupe classe, c'est les mêmes, il y a des défis qui sont variables, mais des défis qui sont récurrents. Donc c'est vraiment travailler sur l'erreur et à partir des erreurs ou des défis de bâtir des actions qui permettront justement d'aller travailler sur l'erreur plus que de formater du contenu et de travailler davantage sur de l'action pédagogique. Et puis à ce moment-là, la dernière question est intéressante aussi. Quelle est l'information minimum qui est requise pour faire des activités? Donc on pense à ce qu'ils doivent faire pour être capables. Donc on est plus sur une approche par compétence et pas à ce qu'ils doivent savoir ou pas à ce qu'ils doivent connaître. Alors cette approche-là permet de proposer des actions, puis on essaie d'avoir des actions qui soient réalistes dans leur quotidien, que pour que ça fasse du sens et pour que ce soit authentique, évidemment aussi. Puis généralement, on va essayer que l'information, qu'ils la cherchent par eux-mêmes ou que du moins ils l'extraient eux-mêmes sans devoir leur donner comme ça de manière gratuite. Et donc vraiment travailler sur des interfaces qui vont permettre des choix, des décisions et directement, ils vont voir la rétroaction qui va pas être: «Oh, essaye encore», la base on va dire des rétroactions dans les outils auteurs, mais vraiment travailler sur des rétroactions qui soient, dans la situation. C'est-à-dire qu'ils voient la conséquence. Donc dans les milieux des hôpitaux, on voit de plus en plus ce type-là. Donc on va avoir une scène initiale, puis c'est pas obligé d'être en 3 dimensions et avec des outils compliqués. On va voir le malade, on va voir sa fiche, une vraie fiche avec, un vrai rapport, de maladie. Puis là, on va vous proposer des choix de médicaments. Puis à ce moment-là, vous allez faire le choix, puis vous allez voir la conséquence du choix. Est-ce que le taux va augmenter, le taux va diminuer? Est-ce que la tension va augmenter? Puis si elle augmente, qu'est-ce que je fais? Et c'est pas juste d'avoir la bonne ou la mauvaise réponse, c'est d'avoir vraiment une arborescence de décisions et de conséquences de mes décisions qui vont me permettre d'apprendre à travers mes actions et mes erreurs. Pour être capable de traduire aussi ce processus créatif dans de la production, on a mis en place au Centre franco-ontarien ce qu'on appelle la méthode SAM, dont l'ouvrage est devant vous. Puis évidemment, dans l'ouvrage ici, il oppose beaucoup à la méthode en cascade, qui est la méthode qu'on appelle ADIE, qui est plus connue. Mais donc l'idée, c'est que cette méthodologie-là rejoint le processus de design thinking et on y va par petites itérations pour permettre de tester nos idées puis d'améliorer le modèle qui nous permet à ce moment-là d'être plus créatif et d'être un peu moins ennuyeux. Donc on a ce contexte initial, phase de préparation, donc c'est notre immersion. On va récolter les informations. C'est ce qu'on appelle le départ SAVI dans cette méthodologie-là. Et à ce moment-là, on va commencer à faire de la conception, du prototypage, ça va être du scénario image, ça va être des mood boards, ça va être des maquettes papier ou des maquettes PowerPoint qu'on va essayer de tester, de présenter et les faire évoluer jusqu'à un moment donné où on se dit ok, ça fait du sens, puis là on part en production, dépendant que ce soit des vidéos, dépendant que ce soit des éléments en HTML5 interactifs, dépendant du type de produit, ben à ce moment-là on part en phase de développement, puis on le teste en alpha, en bêta, puis après on arrive au lancement. Donc ça, c'est un processus que nous vivons au Centre franco-ontarien depuis 3-4 ans, qui met du temps à se mettre en place, mais qui à un moment donné, quand vous arrivez à mettre ces processus-là, on arrive vraiment vers des produits innovants et assez créatifs, euh, qui permettent de faire évoluer et de faire vivre des expériences intéressantes pour les utilisateurs. Donc voilà, je pense que j'avais mes 10 à 15 minutes, je les ai plus ou moins utilisées, donc il me reste à vous dire un grand merci. Puis je suis là pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser. Merci, Olivier. Je vois qu'il y a des mains, peut-être si vous voulez intervenir directement. Oui?
Je vais te oui, voilà, Boriana, tu Doris. as maintenant le micro, tu peux intervenir directement. Ok, Mariana, pardon. Vas-y, Boriana, il faut que tu actives ton microphone, par contre. Vous pouvez également utiliser le clavardage si vous voulez poser une question. Allez-y. Allô? Allô? Oui, Oui, on Allô? t'entend. Continue. Ah, Oui. effectivement, c'était une bonne idée que j'active mon microphone. J'ai une question de base. Je me demandais, est-ce que vous pouvez définir le concept de créativité dans le contexte dans lequel vous l'utilisez, dans le sens, quelle est la différence être créatif par rapport à bien faire son travail, être un bon professionnel dans ce qu'on fait, étant donné que le bon professionnel doit aussi s'adapter aux conditions, doit innover et à peu près faire ce que je comprends que vous suggérez, mais peut-être je me trompe. Donc, quelle est la différence entre faire bien son travail et être créatif? Merci. ouais. Le- je vais revenir sur la notion de créativité, parce que faire bien son travail ou être professionnel peut être laissé à une certaine forme de subjectivité, dépendant des critères qu'on utilise, soit de respect de budget, de respect de calendrier. Quelqu'un qui respecte son calendrier, qui respecte son budget vis-à-vis d'un client, et qui respecte même l'intention du client, fondamentalement, il est professionnel, donc il fait entre guillemets bien son travail. Est-ce que pour autant, est-ce qu'il est créatif dans son travail? Donc, la notion que vous opposez, enfin, qu'on pourrait opposer, c'est-à-dire qu'on peut, en tant que conceptrice et concepteur pédagogique, entre guillemets, bien faire son travail, mais de nouveau, je vais mettre bien entre guillemets avec la manière dont je vais le définir, sans pour autant arriver à le faire de manière créative ou de manière originale, à faire vivre finalement une expérience intéressante à l'utilisateur final pour qui est destinée la conception pédagogique qui est mise en œuvre. Ma définition, qui n'est pas la mienne, mais que je me suis appropriée de la créativité, c'est que je ne pense pas qu'on puisse être créatif tout seul. Alors il y a des gens qui le sont, puis tant mieux pour eux, mais je reste et je demeure convaincu que le concept de créativité, c'est une activité, donc ce n'est pas une compétence qui serait innée, c'est une activité qu'on doit mettre en place en groupe pour faire émerger des idées. Donc c'est tout ce concept-là de collaboration ou ouais, il y a un autre mot qui ne me vient plus, mais donc ma définition entre guillemets de la créativité, c'est la capacité à mettre en œuvre des processus de créativité, d'animation pour faire émerger des idées, des approches, des produits, des concepts nouveaux. C'est comme ça que je le définirais. Et faire bien son travail, de manière la plus basique, ce serait de respecter le cahier des charges, de respecter la charte de projet avec laquelle vous êtes entendu avec votre client, mais qui ne va pas pour autant vous amener à devenir créatif. Et pour être créatif, c'est-à-dire que je vais travailler avec mon client, je vais demander de travailler avec les utilisateurs finaux, je vais essayer d'inviter des gens à une phase d'immersion pendant une journée, que ce soit à distance ou que ce soit dans la même salle, pour faire émerger. Donc c'est la porte ouverte vers le monde, du concepteur vers les experts de matière, mais aussi vers les animateurs, vers les clients et vers les utilisateurs finaux. Et c'est d'arriver à faire ces focus group avant de commencer à faire de la scénarisation. Ce serait comme ça que je pense qu'on serait capable, et de le planifier dans les budgets, d'être capable de faire émerger de la créativité dans notre travail au quotidien. Merci. Je voudrais vous demander, lorsque vous avez merci Boriana de fermer ton micro. Je vais laisser au monde le temps de réfléchir. Je vais lever la main, je n'ai pas pour poser une question pendant que les membres réfléchissent ou peut-être rédigent leur message.
Je voudrais demander à Olivier, et j'ai peut-être manqué des parties là, parce que j'étais occupée à répondre à certains problèmes techniques. Euh, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de travail de collaboration dans le processus que tu as présenté. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, est-ce qu'il y a dans ce processus-là, est-ce qu'il y a une relation particulière avec l'expert de contenu? Est-ce que l'expert de contenu a une place particulière au sein de l'équipe ou à l'intérieur de ce processus-là avec le concepteur pédagogique? Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette relation-là plus précisément? Oui, bien sûr. Je dirais que la relation particulière, elle va arriver dans la phase de scénarisation, donc la deuxième phase. Dans la première phase, aussi étrange que ça puisse paraître, toutes les personnes qui sont invitées à une séance de remue-ménage, pour l'appeler différemment, avec un processus qui est établi, et c'est préparé, hein, je veux dire, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas juste que parler pour parler. Tout le monde a la même valeur. Chaque idée a la même valeur. Donc le concepteur, son métier, là, il se transforme en animateur, dont la compétence la plus importante est l'écoute active, puisqu'on a nos idées, il faut être capable d'entendre les idées de l'extérieur. On va valider ce qu'on pense, et parfois ce qu'on pensait s'invalide, donc il faut être capable de changer d'avis. Et puis l'expert de matière, dans ce cadre-là de l'immersion, parfois lui, il estime avoir plus entre guillemets, le droit de dire ce qu'il pense que quelqu'un d'autre, mais finalement, il se rend compte que dans le processus, tout le monde est au même niveau. Ensuite, quand on a vraiment eu ce groupe de 10 personnes, 12 personnes, qu'on a fait émerger le maximum d'idées, la relation entre le concepteur et l'expert de matière évolue vers ce qu'on appelle à l'interne chez nous la scénarisation. Et puis ça, c'est un travail qui est toujours un peu difficile, parce que l'expert de matière va avoir tendance à vouloir donner du contenu, et dans cette vision-là, le concepteur va avoir tendance à ne pas voir de contenu, ou ne pas en vouloir de contenu. Donc la question qu'on pose souvent dans la relation, puis elle peut être parfois un petit peu conflictuelle, ça va être de dire, à la fin de l'activité, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire? Et comment il va être capable de le faire? Et comment je vais observer? Comment est-ce que je vais voir qu'il est capable de le réaliser? Alors, dépendant du contexte de formation, de l'auto-formation hybride, à distance, en présentiel, dépendant, et évidemment toutes des manières de concevoir qui vont être différentes. Mais généralement, un concepteur va penser au contenu, un expert de matière va penser au contenu qu'il doit donner. Et dans cette manière-là, le concepteur va penser à l'action, qu'est-ce qu'il doit faire. Pas qu'est-ce qu'il doit lire, pas qu'est-ce qu'il doit connaître, pas ce qu'il doit savoir. Donc tous ces verbes-là, on les enlève, mais qu'est-ce qu'il doit être capable de réaliser? Qu'est-ce qu'il doit être capable de produire? Qu'est-ce qu'il doit être capable de... Et on va chercher des verbes d'action. Et puis ça, parfois, ça déstabilise un petit peu la relation. On a travaillé avec des professeurs d'université. Donc au niveau contenu, là, c'est majeur comme exemple. Puis généralement, ça prend un moment. Il y a un moment donné où il y a cette phase, il y a le mur, puis une fois qu'on dépasse le mur, là, on rentre dans une nouvelle approche de conception. Donc la relation entre le concepteur et le professeur, ou le concepteur et l'expert de matière, est une relation aimante de la part du concepteur qui doit comprendre que l'expert de matière, généralement, va vivre un bouleversement dans son approche personnelle, que ça peut générer de la frustration ou de l'inconfort. Et ça va être beaucoup de le rassurer, de lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire évoluer nos approches, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas juste donner du contenu mis en forme, et à la fin un quiz pour voir s'il a bien retenu, ou au minimum s'il a compris, mais qu'on veut vraiment essayer de travailler sur des activités pédagogiques. Et que pour ça, on a besoin de lui et de lui faire comprendre qu'est-ce que les jeunes, ou qu'est-ce que les étudiants, ou qu'est-ce que les adultes, dépendant de là où on se retrouve, n'arrivent pas à faire, et qu'est-ce qu'on veut qu'ils soient capables. Donc c'est vraiment l'approche par compétence qui vient derrière ce que je propose là. Et pour répondre à la question, la relation doit être une relation de bienveillance, de compréhension, et puis d'accepter qu'en tant que concepteur, que la personne en face de nous ne comprenne pas là où on veut aller. Et puis par moment, bon, dépendant du client, si on est dans des phases de client, à un moment donné, le client est quand même roi, donc on peut l'amener jusqu'à un certain point. Mais si à un moment donné, c'est ça que le client veut, on le fera. Mais c'est quand même d'arriver à leur faire comprendre qu'on peut faire vivre des actions qui soient autre chose que simplement appuyer sur un bouton suivant,
et puis répondre à 20 questions à la fin de mes 40 slides, quoi, grosso modo. Donc ça, c'est ça le type de relation qu'il y a. Il y a beaucoup d'éducation, évidemment, aussi, et beaucoup de respect et je dirais, d'humilité pour éviter qu'il y ait une forme de frustration ou d'agressivité qui naisse entre les deux. Merci beaucoup. C'est particulièrement intéressant, de voir, oui, alors Audrey, vous avez la parole maintenant. Vous pouvez utiliser votre micro, vous avez seulement à l'activer. Audrey, vous devez, activer votre micro, s'il vous plaît, pour poser votre question. Vous allez l'activer, au haut de l'écran en cliquant sur l'icône du micro. Est-ce que vous, m'entendez? Vous devez pas, je ne sais pas si vous utilisez l'interprète, mais, vous devez faire absolument avec, votre ordinateur. Oui, on entend taper. Probablement, ça ne fonctionne pas. OK. En attendant de recevoir la question, il y a aussi Maria Garcia qui, voulait poser une question. Encore la même chose, vous avez, accès au micro. Vous avez seulement à activer votre micro. Allez-y. Maria, on vous entend pas. Je vois que votre micro est activé, mais on vous entend pas. Peut-être que votre micro est pas assez, le volume n'est pas assez élevé. Alors, Maria ou Audrey, pouvez-vous poser votre question dans le clavardage? J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. On ne réussit pas à entendre votre voix. OK, on a déjà une question ici. Olivier, je te laisse la lire. En fait, et puis si je répondais à la question, Audrey, n'hésitez pas à chatter en même temps, je vous lirai pendant que je répondrai dans la manière dont je la comprends. Donc imaginons qu'on a un client, puis on veut, dans notre devis de concepteur pédagogique, lui dire, ben voilà, la manière dont je travaille, c'est que j'ai besoin de vous comprendre. Donc la première phase dans le cahier des charges, dans le devis que je remettrai au client, c'est qu'on met cette phase-là d'analyse des besoins, de recherche, de sondage, qui est une phase qui peut prendre un nombre d'heures avec un tarif horaire. Donc pour revenir à la question étant, si tout le monde n'a pas lu, comment faites-vous pour proposer l'idée d'un atelier d'une ou de 2 demi-journées, j'imagine, à un client, ou en tout cas à la personne avec qui, au groupe avec qui on travaille. Donc là, et puis après, Audrey, j'imagine que les personnes attendent plutôt à des meetings traditionnels. Ouais. Donc je vais répondre aux deux points. Donc l'idée, c'est que dépendant de là où vous êtes, une université, ou dépendant si vous êtes consultant ou dans une société privée, peu importe. L'idée, c'est que si on veut faire de l'empathie, si on veut comprendre les besoins, on a besoin de parler à des gens. On a besoin de faire ce qu'on appelle des focus group. Et ça vient de la recherche-action, sans pour autant rentrer dans une méthodologie trop universitaire. Mais on a besoin d'aller au contact des gens pour trouver c'est quoi les problèmes, trouver des solutions avec eux. Et donc, généralement, dans le devis, ce qu'on met, ce qu'on ne mettait pas avant, mais ce qu'on met maintenant au centre, c'est qu'on va mettre un petit budget qui n'est pas dépendant du volume du projet, évidemment, un pourcentage, on va dire. Généralement, quand on fait un projet, on va mettre comme 10 à 15% pour de la gestion, on va mettre un 30 à 40% pour de la conception, de la scénarisation, on va mettre un 30 à 40% pour de la production, puis il va rester des 5% pour des contrôles qualité, puis des 5% pour de la révision linguistique ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est que dans ces pourcentages-là qui composent un projet, on va demander un pourcentage pour l'analyse des besoins et on va les lister pour que les gens comprennent que ce n'est pas de l'argent juste pour de l'argent. Donc on va dire, ben voilà, il va y avoir des sondages. Sondage, simplement un Google Form avec des questions pour faire émerger. Et là, on peut aller, sondage, c'est vite fait, ça prend 10 minutes pour tout le monde. Et on envoie un sondage à tous les gens à qui on a accès, qui vont utiliser le produit, ou qui vont payer le produit, ou qui ont quelque part un lien avec le contrat.
Donc ça, c'est un bête sondage, des questions, pour faire émerger des questions sur les pratiques, des questions sur les problèmes, des questions sur les souhaits, tout ce qui peut nous alimenter. Ben ça, c'est bêtement un Google Form, puis vous en recevez les données étant les réponses, puis là, vous allez les catégoriser. C'est déjà une forme d'immersion qui n'est pas à ce moment-là tout le monde au même endroit au même moment. La deuxième idée, c'est qu'on dit qu'on veut finalement faire des focus group. Donc, est-ce que quand les gens sont ensemble, les idées qui émergent, qui sont différentes que quand les gens sont tout seuls? Parce que c'est à force de parler et de faire de l'interaction qu'on fait émerger ça. Donc, on propose, selon les possibilités, puis je vois la question de Maria, oui, parce que je fais que des cours en ligne totalement asynchrones. Alors, ça vaut pour ce que Maria demande. On le fait à distance ou on le fait en présence, dépendant des budgets et des possibilités. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre un Google Hangout, on va prendre un outil comme VIA, et puis on va faire un 4 heures en ligne avec, on va diviser l'outil en sous-classes. VIA le permet aussi. Puis à ce moment-là, on va faire des petites activités. Puis vous, en tant que concepteur, vous animez l'activité, puis vous faites remonter, puis vous pouvez l'enregistrer. Puis ça devient comme le départ du projet. Donc ça fait partie du budget, ça fait partie du processus. Et on explique au client que ça garantit d'être au plus proche de ses préoccupations, d'être au plus proche de sa clientèle. Parce que ce que le client il veut, c'est que ses apprenants montent en compétences, c'est que ses employés connaissent mieux leurs produits si c'est pour des employés. Donc, l'idée, c'est comme ça qu'on l'explique. Et puis, généralement, quand ils voient la méthodologie, puis qu'ils voient qu'il y a des actions concrètes, qui peuvent être quand même assez courtes, dépendant du temps, qui peuvent se faire à distance, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre le client que c'est nécessaire et indispensable de mettre en place un processus de design thinking. Mais généralement, je ne dis même pas que c'est du design thinking. Donc, j'emploie pas des mots comme ça qui parfois font peur. Je dis juste qu'on a besoin de faire de l'analyse, de la compréhension, on a besoin de comprendre nos besoins. Pour ça, on va vous parler. Et ça a du temps, puis ce temps-là, il faut me le payer parce qu'on ne travaille pas gratuitement. Alors, c'est comme ça qu'on vend les séances. Puis parfois, on y va avec un module. Si on nous demande de faire 10 modules, on le fait avec un module au complet, comme un prototype. Et puis après, généralement, les autres, on va peut-être faire moins de sondages et des choses comme ça. Ça peut varier selon l'envergure du projet. Pour la réponse, pouvez-vous parler d'outils ou ressources pour des cours en ligne, 100% en ligne, ou des astuces, ou quelque chose qu'il faut garder en tête par rapport à la créativité? Alors, dans les outils, il y a un point qui est important, c'est que quand on est créatif, on veut faire des erreurs, et donc on veut que ça coûte pas cher de faire des erreurs. Alors du coup, les outils qu'on utilise, c'est beaucoup des outils auteurs, surtout pour des concepteurs aujourd'hui qui sont plus à l'aise avec le multimédia. Les frontières entre la conception pédagogique et la conception multimédia peuvent, selon les affinités et selon l'envie, mais je pense que ça se fusionne quand même tout doucement, puisque toutes les interfaces aujourd'hui se multiplient, les montres, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, tout ça. Donc en fait, la conception pédagogique, on est obligé de connaître ça pour être capable de voir comment est-ce que l'action pédagogique va être consommée sur mon écran. Alors l'idée, c'est que ce qu'on utilise, par exemple, il peut avoir Captivate, peut avoir Articulate Storyline, vous pouvez avoir Lectora, vous pouvez avoir Spring, vous pouvez en avoir plein. Si vous tapez outils auteurs, vous allez retrouver une liste de 100 outils auteurs. Il y a des outils qui sont payants, des outils qui sont gratuits, mais que vous devez installer vous-même sur des serveurs. Il y a vraiment des très bons d'ailleurs aussi en open source. Mais bon, ça demande quelques techniques, d'être capable d'acheter un serveur, de le déposer, puis de le configurer pour après être capable de le travailler comme un CMS, entre guillemets, comme un système de gestion de contenu. Donc, à tenir en tête, c'est que si je veux tester rapidement des choses, puis souvent les gens ils veulent voir. Alors du PowerPoint, je sais que souvent on dit il faut tuer le PowerPoint. Moi, PowerPoint, je n'utilise pas en faisant des puces et du gros texte. Généralement, quand je fais du PowerPoint en termes de prototypage, on voit plus que c'est du PowerPoint. Je dessine dedans, pour juste que les gens puissent tester du visuel et cliquer dedans, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça revient quasi aussi vite que de le faire dans Storyline, de le faire dans Captivate, pour peu qu'on est un petit peu à l'aise avec ça. Donc, moi, je dirais que le concepteur pédagogique aujourd'hui doit très vite tomber dans du prototypage pour tester et montrer aux clients ou montrer aux utilisateurs vite un échantillon, quelque chose qu'on peut tester, qu'on peut cliquer. Puis ce que j'avais fait aussi pour un autre produit, c'est que j'avais fait ça avec un petit Google Form où j'avais dit, ben voilà, vous devez vous connecter. J'avais utilisé pour un autre produit, ça c'est un autre type de logiciel pour faire ce qu'on appelle des interfaces, mais ça restait pédagogique, donc on voulait créer une forme de créateur de leçons. Mais de nouveau, vous pouvez le faire dans Storyline, vous pouvez le faire dans Captivate, peu importe. Mais là, je l'avais utilisé dans Axure, où il y a d'autres logiciels aussi comme ça, Balsamiq, qui permettent de faire des écrans.
Et là, à ce moment-là, vous générez comme ça un petit produit vite fait. Vous faites quelques heures, vous dessinez vos interfaces de manière un petit peu brouillon. En anglais, ils vont appeler ça craft. Et puis après, vous demandez aux gens de le tester. Et puis vous observez à la fin qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire, ou ce qu'ils ont cliqué, ou ce qu'ils n'ont pas cliqué. Donc, pour répondre toujours à la question des outils de Maria, pour des cours 100% en ligne, c'est tomber très vite dans des outils pareils pour tester vos activités pédagogiques, pour voir si on les comprend, pour voir si elles sont engageantes, si elles répondent à la commande et des choses comme ça, et pour éviter de perdre trop de temps avec des développeurs directement et perdre de l'argent. GAF est une solution à ce que vous proposez. C'est possible, je ne la connais pas, mais il y en a vraiment beaucoup là. Je pense qu'après, c'est l'outil qui vous convient le mieux par rapport à votre contexte, à vos budgets, au temps d'acquisition de la compétence pour l'outil aussi parfois, et des choses comme ça. On Donc, arrive Audrey, presque à la fin de oui. la période. On peut encore poursuivre, mais très rapidement, on va passer à la prochaine présentation. C'est ça. Si jamais, en tout cas, un grand merci Carole, puis un grand merci à l'Association des concepteurs pédagogiques, puis un grand merci à vous tous. C'est un très grand plaisir, puis au plaisir de vous retrouver peut-être dans d'autres formes d'ateliers plus tard avec Carole. Ça me fera un grand plaisir d'aller beaucoup plus, de creuser certains aspects et de venir peut-être même avec des exemples concrets de production. Puis je vois Google Applications, c'est certain que ça reste un outil très très intéressant, autant pour la réalité virtuelle que pour toutes les applications qu'il y a là. C'est sûr que c'est vraiment très puissant, dépendant que les gens ont accès à Google Suite aussi, ou dépendant de l'infrastructure de l'organisation, c'est sûr que c'est très puissant, Google. Et puis je vois Romeo qui, au Nouveau-Brunswick en français, nos cours sont 100% en ligne, nous utilisons la plateforme D2L pour le contenu, Adobe Connect, c'est ça. Donc c'est ça, Article Storyline, Adobe Animate, c'est ça. Exactement, puis c'est pas mal proche de ce qu'on utilise aussi au Lyon, au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. On a aussi créé notre propre outil auteur pour automatiser la création des interfaces depuis Word jusqu'à des interfaces en HTML. Mais c'est certain qu'il y a plusieurs variables possibles. Ce sont évidemment des environnements virtuels d'apprentissage qui généralement sont imposés par les clients, par la province ou par l'université. Alors du coup, on doit s'adapter. Je dirais que généralement, nos contenus ou nos actions pédagogiques, on ne les produit pas énormément via les outils de la plateforme, mais on utilise de plus en plus le portfolio numérique, qui lui est intéressant dans la nouvelle version de Brightspace, l'ancien Desire to Learn. Alors, c'est ça. Puis moi aussi, Audrey, au plaisir de vous rencontrer un jour. Donc voilà, Carole, je pense que ça tient d'autres choses. Merci beaucoup Olivier. On va passer maintenant à la deuxième présentation avec Mme Becker, qui va présenter le thème « Illusions perdues à l'égard de la compréhension et de la créativité en matière de classement ». Mme Becker est une experte primée de renommée internationale dans la conception et l'analyse de jeux sérieux et dans la ludification en salle de classe. Elle possède 2 diplômes en informatique et un doctorat en technologie éducative. Elle est une conceptrice pédagogique agréée, disposant d'un certificat d'études supérieures en conception du jeu sérieux et en recherche. Elle a 40 ans d'expérience en enseignement, notamment en informatique, en conception de jeux vidéo, en apprentissage basé sur le jeu numérique et en rédaction technique. Ces innovations pédagogiques ont été reconnues à l'échelle internationale et ses ouvrages ont été largement publiés. Elle conçoit et développe de l'apprentissage en ligne dans tous les secteurs, y compris les jeux éducatifs et les jeux publicitaires. Elle est aussi l'auteure de 2 livres. L'un traite des aspects techniques des simulations et des jeux et est écrit pour des personnes non techniques, qui a paru en 2011, et l'autre se veut un guide pratique pour choisir et utiliser les jeux numériques pour la salle de classe, et celui-là a été publié en 2016. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Becker. You can take the mic. There we go. Can you hear me okay?
Yes, your microphone is a little bit loud, but yeah, we can hear you clear. Okay. Well, what I would like to talk about today is sort of an idea to try and get people to question some of the things that we've been doing all along that we tend not to think Catherine. about. Sorry, Catherine. Sorry. Okay. Could you put your microphone a little bit lower? It's a little bit high. Okay, let me just set this up. There, how's that? Is that better? Much better. Thank you. Okay. Sorry about that. So I'm calling this talk Misguided Illusions of Understanding. And it's something I've been thinking about for a number of years, but I haven't actually thought about it before that. And I've been teaching for a very long time. So, well, let me jump in and try and give you an idea of what I'm talking about with a couple of examples. So here's sort of a picture of one possible scenario. Let's say we're teaching a course that has 8 different topics. Each one's a different color here. And we have 75 pieces of information for each topic. I realize it's really hard to quantify that, but just so that we can get a picture of what's going on, because I think it's something we don't often do. So we've got this course, which consists of 600 content bits, let's say, and then our final exam is 200 questions, and so that would conceivably touch on about a third of the total content. So this piece down here, let me see if I can do this. This piece down here is sort of it's the representation of the exam. So let's say students answer this multiple choice exam. And here's one student, and each of the white squares represents a question they got wrong. So here would be a student that had 75% on this exam, and we often think of that as being roughly a B. Here's another example of a student that got 75%, also roughly a B. This one is too, and it's pretty clear that they had some serious problems with 2 of the major content areas. And this one too. And it kind of looks like they blew the whole last part of the course, and we have no idea why. So all of these, though, answered the same number of questions correctly. And now if we compare them, they're all Bs. And we think of a B as being pretty good, but we could conceivably have all of these students enter the next course, and the person teaching that course will assume that all of these B students are similar, when it turns out they're not. Okay. So another example to give us an idea, and this is what I'm calling compartmentalized grading. The idea, and it's a very common one, the idea is that we have a certain amount that we allot for different kinds of activities or different kinds of tasks. So we could have, let's say, 5 assignments, each worth 6%, a midterm worth 30%, and a final worth 40%. And this is really a very common kind of scenario, especially in the sciences. So now let's look at what could happen, right? And we could even say that they have to pass the final or not. But one of the problems, and this has bothered me for many years, is that there's very heavy evidence in a setup like this on single events, right? Something that happens on a single day. And the students have little or no opportunity to actually recover if they mess something up. The schedule considers primarily the content and, in a sense, the instructor's preferences.
as to when they're going to be doing marking and when the exam is and that sort of thing. And that's tied to content, but it's also tied to the instructor's own schedule. And there gives little or no choice for the student over what to do and when to do it. So now in this example, what if the student gets 25% overall on the assignments, and that would be they did the first two perfectly, they blew the third one, and then they did the other two perfectly. They get 25% on the midterm, which is pretty good, and only 15% on the final. Sorry about that, my phone's going off. If we leave out the idea that they have to pass the final in order to pass the course, this adds up to 65%, which is a C, right? And typically that's considered to be average. So now I want to think about what does it mean to actually get a C, and why did these students get what they got? And the thing that's been bothering me more and more in the last few years is, do we really know that average means average? And do we really know that this letter grade represents the student's competence in the course material, which is, after all, what it is we're trying to do? So this is a C. They got 15 out of 40, 25 out of 30 on the midterm, and then here are the exams, or the assignments. And so if we add this all up, this is what a C looks like. And now the question is, why is that a C? Right? They blew the final exam, they blew one assignment, but they did really, really well on everything else. And so they got an average of a C, largely based on blowing the final exam, which is something that happens on a single day. So here are some common reasons that people have for getting really good grades, right? They could have worked very hard. They could have learned it by paying attention in class. They could have studied effectively. It could be they already knew the material, or that they're just very good at tests, or that they cheated. But all of those are ways that people have of getting good grades. So here's some ways that, some reasons for students doing poorly. One is they didn't actually do the work. One could be fear of failure. They could have been sick on that day, and that's happened to me when I was an undergrad. I blew an exam once because I was really sick that day. They could have studied the wrong stuff, and that happens more often than we might think. And if you think back on the exam picture here, if I choose the wrong set of questions, right, which questions I decide to pick on, or which content I decide to pick on to put into my exams, is in some way kind of arbitrary, and it may end up seeming random for the student. So it is quite possible that they studied the wrong stuff. It could be they didn't understand something and didn't bother to ask for help. There's a lot of growing body of information on the effect of stress on performance. It could have been with the assignments or other things that they had a group and their group members let them down. I had a student once who blew a perfect 4.0 grade point average because of the members of his group, and it had nothing to do with him. It could be personal life, and with more and more students having to work and juggle other kinds of life responsibilities, this is not something we can ignore. The other possibilities, they misunderstood the requirements, or maybe even they just didn't really try, and that's also a possibility. So some of these are things we should think about. How many of these things are actually relevant when we're trying to assess the student's mastery? If
what we're trying to do in our courses and in our grading is to assess how well the student understands the material, then some of these things are not actually relevant. So didn't do the work, yeah, that's relevant. Fear of failure, not necessarily relevant to the mastery of the student, nor is illness. Studied the wrong stuff, well, maybe. They didn't understand, but they didn't ask for help. That's also possibly something that is relevant. Stress and performance anxiety is only going to be relevant in certain kinds of professions, high stress professions where it's important that they be able to manage stress really well. But in a lot of other cases, that's not part of the mastery. The group members let them down. That's unless the topic of the course is about working in groups, then that's not part of the assessment of the student's mastery. Personal life taking too much time really doesn't have to do with mastery. Misunderstood requirements, well, that might, and didn't really try, that certainly does. But something I've noticed is that for many students, if you've got this kind of compartmentalized grading, there comes a point in the course where the student has no way of recovering. If they blew a couple of assignments, or they missed some stuff, or they got sick, by the time they get to that point in the course, there is no way for them to get an A, even if they are normally fantastic students. So, and it seems to me that that's just not right. If we're trying to assess mastery, then we should give them as many opportunities as possible to demonstrate that mastery. And so that brings us to the question of, are we actually facilitating learning in our classes in the way we're setting things up? Or are we merely sorting students into those who can do it and those who can't? And I'm starting to think that in far too many classes, we actually do the latter. So let's take a look at these things where, again, the reasons students do poorly and where we can have an effect. What can we do differently as designers and instructors to affect these issues? So I don't know about didn't do the work. Let's take another step further here and take a look. One of the things I do not want to advocate for in any way is to lower the standards. But there are some things that we can do that effectively reduces the risk and it reduces the stress in the course. So we can ease up on deadlines, we can allow for resubmission, and we can provide students with more choice. All of these things together can affect how these grades are going to be brought together. So, where am I now? I'm losing track. Okay. So I've been working on what I call gamification of learning for some time. And a big part of this has to do with changing the idea of not to partition the grades, not to compartmentalize the grades, and to use what I'm calling strictly cumulative grading. And here's kind of what it might look like. So imagine that each square here of the empty squares represents 5% or 5, in my case, I use experience points. Right, so each one of these represents 5 experience points. And if you were to fill up this whole graph, then you would have 1,000 experience points. And I like to use 1,000 because it makes it really easy to translate that into a percentage, right? You simply divide by 10. So the idea is, rather than having 30% for this or 40% for that or whatever, I will offer them a variety of things that they have to do. Some of them are required, some of them are optional, and then they do as many as they want
or as many as they can, and build up their experience points to the grade that they are targeting. So that's the basic idea. And what I've got here, I've got different kinds of tasks. So I have these things I call mini quests. I call them quests, but it really doesn't matter. So mini quests that can be worth like 10 points, which is 1% of the final grade. 15 points, 25 points. Achievement quests are like a typical assignment. The boss battle is the final exam, of course, and then the epic quest is going to be the major term project. So the mini quests, a couple of examples, they'd be like lab or in-class exercises, and they can sometimes be repeated in different ways for additional points. So I do have quizzes in my class, and I call them tests of lore, and they're typically worth 10 points, so 1%. You can give points. This is an area where you can be really quite creative about how you want to effectively pay your students for doing the work you've asked them to do. So they can have some points for responding to a comment on a discussion list, assuming they do a decent job of it. Peer review, I'm a big fan of peer review of other people's projects. Presenting an in the news item, if that's appropriate for the kind of course you're teaching. So you can come and bring something that's happened in the news and spend 5 minutes talking about it in the class, sharing it with the class. I've done a collaborative note-taking exercise where I break my class up into groups, and they listen to a radio podcast, and they're given individual roles within the group, and then do note-taking, and we talk about it afterwards. There are vocabulary exercises that I can do. I can give points here for attendance, participation. There's a whole host of things I can do here, and it gives me a great deal of flexibility. The standard quests can also be repeated depending on what kind of quest it is. And the kinds of things that I've given to my classes is having them share a class resource, like a research paper or a video or a website or something that is pertinent to the course material. And it's not just enough to share the resource. They also have to give a critique, a summary of the course and a critique. I teach game design classes, and so game reviews fall into this category. You can do a critique of a research paper. You can post editorial responses or reflections on the discussion list if you've got that. In one of my classes, I have my students mount, run, and analyze a brief poll that has like 1 or 2 questions so that they can learn to do how to write questions and how to analyze this stuff. And then I've got another thing called a critical incident questionnaire, which is, it's quite well known out there, and it's feedback for me. And I find it valuable enough to get feedback during the term that I'm willing to give them points for it. It allows me, unlike the student evaluations at the end of term, it allows me to shift my focus and change what I'm doing in class while it can still benefit the students I'm teaching right now. Then there are achievement quests, which is your typical 2 or 3 week assignment. It's worth 50 points, and that's 5% of the course. So some examples here are I can build a portfolio website, I can do word processing assignment, I teach programming classes, so writing a program or writing a short essay or whatever kind of an assignment is appropriate for your topic, your course material, that would normally be given in a 2 or 3 week time frame. Then we've got the major
term paper or project, and these are some examples of the kinds of things I've done, like a group presentation or a research project, research paper, creating a lesson plan for something, designing a game, these sorts of things. And the number of points that I allot for this, in some classes it's 200, in other classes it's 400 points, which is 40%. So that's almost half the course that is made up with this work. So there's no partitioning. Every student starts with a score of 0. And a key thing is that every single thing they do adds to their score. If they don't do a really good job, and let's say on a 50-point assignment, they only get 10 points, they still get those 10 points. It just means that they're going to have to do other things to make up that mark. And that's a key thing here. Okay? So scores can only go up. So you can't go from, having an A in the midterm and then blowing something and ending up with an F in the final course. And this is a key part, otherwise it's the same as compartmentalized grading. What makes this strictly additive is that I give them more things that they can do than they have to do. So basically, if they did everything they could do and they got a perfect score on everything, they would have way more than 1,000 points. So in this example, these are the different kinds of quests in this course that they can do. There's the major project is this one. They have 5 different regular assignments, and the requirement is that they have to complete at least 3 of them in order to pass the course. With the major presentation, they have to get at least half, like 50% of the course, of the points to pass. And then down here, they can pick and choose. They can decide which ones they want. In one of my classes, I tell my students they have to attempt at least every single one at least once. But some of these, so in this column, it shows how many times they can repeat this particular task. So the Talk to Quest, which is basically responding to a comment on the discussion board, they can do 10 of them. Obviously not the same thing 10 times, but if they can post 10 different kinds of comments, and if they're appropriate and adequate comments, then they could conceivably earn 100 points on just that. So the important part here is that they have to have more things to do than they have to do. And in this case here, if they actually did everything, they could get 1,600 points. And the effect of that is now they have choices. They have some things they have to do, they have other things that they can choose to do, and as you can see here in the requirement, I say they have to do at least 3 to pass. They don't have to pass 3. So they have to make attempts, but if they blow it, there's also other things they can do to make up for it. So some pieces are mandatory, other pieces are optional, and so I've got sort of roughed in here the mandatory parts in this particular course, and the mapping of the points to letter grades are determined by my university. So my university says that 95%, or 950 points in my scheme, is equivalent to an A. So my students need to earn 950 points in order to get an A in my course. And the thing with this is, I do also allow work to be resubmitted. So if they hand in something and then they didn't do a good job, I give them their feedback on it, and they have the option of redoing it and handing it in again. The guarantee is their mark will not go down.
So if they do a better job and they fix the problems that were in the work, then they can get a better grade. And my due dates have become extremely flexible. I offer best before dates, so to try and help them to schedule so they can get things in on at a reasonable pace. But I have everything available to my students at the very beginning of the term. And so if there is some task that the student already knows how to do, there's nothing stopping them from doing it and submitting it whenever they want. So here's an example of how this works out in an actual course. This is my leaderboard. I do a leaderboard, but I do not attach any names to it. So what I do, each one of these columns represents one round of marking. So every time I do a set of marking, I collect up all the scores as they stand now, and I just sort them numerically. So whatever is the highest score is at the top of the list, and whatever's at the lowest score is at the bottom of the list. And that way, no student knows what any other student has, but they can always look to see where they stand in the overall rankings. And it doesn't have any other effect. I just put it out there for information. Some students really like to compete, and so they find this very motivating. Other students don't, and they don't ever have to look at it. They can just ignore it completely and work away at their own stuff. But what you may notice here is that it takes a little while for the students to actually start submitting work for scores, because this is quite a different approach from what they're used to. And I also have a few students here who just go like gangbusters. And this person here had, by the middle of November, had over 1,000 points. Right? This person, and I don't know if it's the same person or not, but this person had an A at the beginning of November. And the way it's set up, since I don't make the final exam required, it's just one more piece added to this list of things they can do. If this person was happy with their A and they wanted to walk away from the course at the end of November, at the beginning of November, they could have. Given the way I've laid out the work, I am completely confident that they have demonstrated to me that they know the course material. They know the course material, they've done the work, I've assessed the work, and they've got the score. Clearly, this particular student already knew the course material and didn't need me at all. But some of these other students, need a lot more help. However, one of the things I found really fascinating when I started doing this was just how many students get way more than they actually need for the A or the A+ that they're going to get. 950 at my school is an A+. And so they just keep going. They keep doing more things. They keep doing more work. They keep submitting more things for grades, even though it's not going to affect their final grade. And so here's what the basic effect is of this, right? Stress is far less of a factor for these students because they know they have a way out. They have a way to recover if they mess something up. So that effectively frees them up to concentrate on the work. I encourage collaboration because sharing helps all students, and I often find in my classes the better students turning around and helping those that are struggling just to help them get by, right? The competition is quite different here. One of the things I found wonderful that I wasn't really expecting is that this frees up the students to take risks they'd otherwise avoid. So they might try something funny on an assignment that could work out really well, but they hand it in and I could say, no, this isn't really what I was looking for, or you missed the point, or whatever. And they haven't lost anything except time,
they've learned a bunch of stuff, which is sort of why I'm here. And so they can then always try again. They can fix it or they can work on something else. So they're free to take risks without completely blowing that chance for the high grade they want. Another piece of this is because they can resubmit stuff, the students are free to, or they will actually read and look at my feedback. And they need to reflect on it. They need to decide if it's worth their while to do it and fix it, or if they should just say, you know, forget about it, I will do something different instead. Either way, they've learned something more by reflecting on the feedback. It also increases flexibility, which is more and more important now. Students can work around their real lives. Students who know that they're going to be away on a trip or something for a couple of weeks, and so they work ahead. And then they have time, like they bank work, so then they have time to go on that trip or work on that major project in a different course without worrying that in my course that they're going to get left behind. And they're not faced with choosing among several courses, right? Often students have to say, okay, which one of these courses am I going to allow to slide because I've got this other one that's really important that I have to work on. So this again allows them to juggle their own schedule in a way that makes sense for their lives. You get better retention. I have found almost zero cheating with this approach. It just almost vanishes. And they put more effort into it, they have a better attitude, they like what they're doing. And so I've been convinced it is more work, but it's not a huge amount of work. And the resubmission thing, I've done that in really, really large classes and found I get maybe 5% of the students that actually resubmit. So there's the idea of completely additive grading. So I'll leave this open now for questions in case anyone wants no questions? Just want to Feel free to argue with me. Just want to say that the presentation will be available for those who want to download it eventually to think a little bit more. Catherine, I would say that for me that was quite different from what I always thought, and I had to give it a certain time to think about it. So I found it very, very interesting. Well, thank you. If anyone has any questions or anything that they think of afterwards, I have noticed when I've done this presentation live, people often want to take some time to think about this before they have any real questions. And so feel free, my email address is here. Feel free to ask me, email me and ask me any questions even afterwards. I'm happy to share what I've done and the experiences I've had with this approach. Maybe I would have one question. Since when do you use that approach? Do you try it since many years, or is it pretty recent? I started doing it about 5-6 years ago now, and
Initially, I just did, I took a small part of my course. So I took 20% of my course and did that this way. And then all the rest was the way I was already used to. Rather than, you know, throwing it all over to this different approach, I thought I'd try it with a little bit of stuff. And the way I did the scoring, because for that 20%, I think the work I gave them, if they did it all and they did it all correctly, they could have as much as 30 or 35%. And so what I told them was anything they get over and above that 20% will spill over into the other parts of the course. So that started the idea for allowing them to make up for other things that they perhaps hadn't done that well. And it ends up, there are really two main ways to do really well in this approach. And one is the way we've always done it, which is to do really well on a very small number of tasks. But another way, at the other end of the spectrum, is to be able to do moderately well on a whole wide variety of tasks. And we need those people just as well as we need the people who can do a few things really well. So this allows a different set of students, a set of students that we used to leave in the dust, really, to make their mark and show what they're good at. So what I did, you know, after starting with just 20%, then the next year I went to 50%, and then the following year I did the whole thing 100%. I would not, if you're not familiar with this kind of approach, I would not recommend you go 100% right away. Try it with a portion of your class and see how you like it. See what pieces work for you and what pieces don't, and then expand if you find it works for you. Thank you. Yeah, it's a good advice. Vous pouvez encore peut-être faire une ou deux questions si vous avez quelque chose à demander. Sinon, Madame Becker peut répondre à vos réponses par courriel si vous avez pu prendre quelques-uns. Donc, c'est ça, l'atelier est maintenant à sa fin. Et je remercie tout le monde beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas qu'il y a une classe de maths la semaine prochaine. Encore une fois, merci et je vous souhaite bonne journée. Thank you very much, Catherine. That was really interesting, and certainly that we have to think about it a little bit more. And I probably will contact you eventually if you have little details here and there. So yes, I just need, personally, I just need some time. But anyway, thank you very much. And thank you everybody to attend. And hope you had a great day. Well, thank you for having me. I love sharing stuff I've learned. And for me, that's a big part of what teaching is about. I like to teach courses where I learn stuff. And I've been learning lots about different ways of approaching teaching. So thank you very much for this opportunity to share what I know or have learned.